Ok, je suis tombé sous l'emprise d'un monstre. Je me mets à pleurer, je suis clairement inerte. Je lui demande d'arrêter et là il me dit Attends, j'ai bientôt fini. 3 secondes plus tard, il m'a déchiré la fourchette vaginale. Je suis allée aux toilettes, je saignais. J'arrivais plus à aller déféquer, j'arrivais plus à aller uriner tellement que ça me faisait une douleur extrême. Il n'a pas attendu que ça cicatrise, hein. Non, non, non. Il fallait le refaire parce que c'était mon devoir. Sauf que ça s'est redéchiré. Physiquement, en fait, j'étais morte. J'avais l'impression que mon cerveau il se dissociait de mon corps. J'ai rencontré ce garçon en 2012 parce que c'était mon voisin. On a entretenu une relation amicale pendant plusieurs années. Soyons courants, les gars, on n'est pas là pour se moquer, pas du tout. Ces personnes sont super, super courageuses de venir expliquer leurs histoires, parce que des fois, ça parle, la majorité du temps, ça parle vraiment de traumatisme. Mais essayons de quand même trouver une leçon. Plusieurs années. Après, on s'est un peu perdu de vue et on s'est retrouvés du coup en 2018. Je l'ai félicité sur les réseaux sociaux parce qu'il avait partagé qu'il avait eu son permis. Et en fait, ça allait vraiment très vite. 2 jours après, il me faisait des éloges, des compliments, en disant que j'avais énormément grandi parce qu'on a 2 ans d'écart. Il voulait qu'on se voit. Et en fait, moi, 15 ans, jeune et naïve, un grand de 17 ans qui me fait des compliments, forcément, j'en prends compte. Au bout d'un mois, on s'est mis ensemble et on a officialisé la relation à nos parents. Ce qui me plaisait chez lui, en fait, c'était les compliments qu'il me faisait, l'attention qu'il me donnait, parce que j'avais pas trop confiance en moi à l'époque. Les premiers mois de la relation, on va dire, il se passe comme... C'était un conte de fées, hein, très clairement. C'est les premiers amours de jeunesse, hyper forts, hyper intenses. C'était également ma première fois aussi, donc c'était quand même assez important. Et puis j'avais l'impression que c'était l'homme de ma vie. Vous trouvez pas ça bizarre comment, pendant un moment de ta life, tu peux vraiment être amoureux de quelqu'un, mais vraiment genre... Waouh! Et genre, quand vous cassez, tu pleures, tu manges plus, tu fais plus rien de ta life. Genre, ta vie, elle est pourrie, ta vie, elle est terminée. Tu te dis, oh, sans elle, sans lui, je vais mourir. Et maintenant, tu re-regardes cette même personne ou tu re-regardes cette relation, tu te dis, hé, qu'est-ce que je pensais? C'est quoi ça? C'est bizarre, hein, l'amour. Les gars, les émotions, c'est pas la fin du monde. Tu peux sentir quelque chose, sentir des émotions fortes, oui, mais ne laissez pas ces émotions décider ce que vous faites de votre vie, ce que vous faites dans un certain moment. Parce que ça, c'est les gars qui terminent à claquer des go, ils terminent en prison. Toutes ces histoires qu'on voit à la télévision, tous ces articles que tu lis, majoritairement, c'est des gars qui ont réagi en plein dans l'impulse. Je rentre à la maison et je vois ma femme dans le lit avec un autre gars. Oh, ratatatatata, frère. Parce que maintenant, toi, tu es en prison à vie et tu crois vraiment que, genre, elle va t'attendre. Non, elle va continuer sa vie, elle va passer sur un autre mec. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, tu gagnes rien. Et ça, c'est juste un exemple. Restez zen dans la tête. Et si vous êtes dans une situation où ça va plus, quittez la situation, allez faire un tour dehors, réfléchissez, faites 20 pompes, et puis après ça, reprendre la situation. Certains points négatifs que j'avais pas forcément vus, surtout la pression sexuelle qu'il mettait. J'avais que 15 ans à l'époque et lui, il en a avoir 18. La première fois qu'on s'est embrassés, il a déjà commencé à avoir des mains baladeuses alors que c'était la première fois vraiment qu'on se revoyait. Une semaine après, je suis allée dormir chez lui et il a commencé à diriger ma main dans son pantalon, sauf que moi, ça m'a quand même assez choquée. J'étais jeune, j'étais pas du tout prête. Il voulait absolument faire ma première fois. Il était très insistant sur ça. J'étais quand même assez réticente. Sauf que sous la pression, au bout d'un moment, j'ai quand même cédé. Et puis au bout de 3 mois, Et elle avait 15 compris ans. que si je faisais pas l'amour avec lui, ça allait poser problème dans la relation. Il fallait le faire tous les jours, à chaque fois qu'on se voyait, 3 fois par jour, 4 fois par jour. C'était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en avais mal au corps. Sous la douche aussi, 4 fois. il me lavait les parties intimes sans forcément que je lui accorde l'autorisation. Il y avait également beaucoup de beaucoup de petites tenues qu'il m'achetait. J'avais que 15 ans, hein. C'est assez fou. Et il s'en cachait pas parce que ses parents tombaient dessus et ils en rigolaient. Et il disait à chaque fois... Les gars, vous en pensez quoi? 15 ans, 18 ans. C'est comment? C'est ok? C'est pas ok? Le gars a 15 ans, la fille a 18 ans. Maintenant, si la fille, elle a 18 ans et le gars, il a 15 ans, ça change quelque chose? Oui ou non? Je sais pas. Bref. Mon plaisir devait passer par le sien, donc je devais faire ce dont il avait envie. En fait, il jouait tout simplement sur mes faiblesses. Il savait que j'avais pas confiance en moi. Il savait que je me comparais énormément aux autres filles, surtout les filles de son âge. J'avais tout un lavage de cerveau derrière qui me disait que pour être une vraie femme, il fallait que je fasse ça. Pour pouvoir voir moins la différence d'âge qu'on avait, lui et moi, il fallait que je fasse ça. Donc en fait, j'exécutais, mais pas avec un consentement plein, en fait. Et je pensais que c'était, entre guillemets, le rôle d'une copine et le rôle d'une adolescente de cet âge-là. Donc je me posais pas forcément de questions au départ, mais je prenais
pas forcément de plaisir, même pas du tout, parce que c'était pas du tout ce que j'attendais, moi, de l'amour. Étant donné que c'était mon premier copain, je savais pas, en fait, où était le curseur de la normalité entre c'est normal et c'est moins normal, et pour une jeune fille de 15 ans, on n'a pas forcément à vivre ça. Et le fait que je sois la première de mes copines aussi à avoir eu des rapports. Des trucs comme ça, entendre des histoires comme ça me fait peur de plus tard avoir des enfants, parce que là, je me dis, j'espère vraiment que si j'ai une fille ou même un garçon, n'importe, s'il se trouve dans une situation comme ça, si il se passe des trucs comme ça dans la vie de ma fille, j'aimerais bien être au courant, j'aimerais bien le savoir, j'aimerais bien qu'elle me dise ça. Ouais, je suis pas sûr, il se passe des trucs bizarres ou je me sens pas, tu vois ce que je veux dire. Parce que, bizarrement, cette semaine, il y avait un plombier qui était passé chez moi, bref, c'est un gars de 45 ans. Et il a une fille, ou je pense même qu'il avait plusieurs filles, et il avait dit un truc, et c'est resté dans ma tête. Et donc moi, je lui demandais, ouais, et avoir une fille, tu te sens comment? Il a dit non, non, avoir une fille, c'est la meilleure chose, etc., etc. Oh, tu reçois plein d'amour, nanani, nanana, ok. Et je lui dis, ouais, t'as pas un peu peur de ce qu'elle va faire, ou comment elle va, tu vois ce que je veux dire? Bref, tu connais ces questions-là. Il dit, non, 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 tu vois, je suis en paix. Et puis il me dit, la meilleure chose que tu peux faire, en tout cas, le secret, c'est de pas trop forcer, c'est de pas trop serrer, les laisser la liberté. Parce que si tu serres trop, c'est là où elles vont commencer à faire des trucs derrière ton dos, c'est là où elles vont commencer à faire des trucs bizarres. Tu vois? Donc il disait ça, et puis je dis ah ouais, c'est vrai. Et puis il me disait un truc, et c'est ça le plus important, c'est qu'il me disait, il faut que tu saches un truc, en tant que parent, tu seras la dernière personne qui va savoir quelque chose sur ton enfant. Ça va d'abord passer chez les amis, ça va d'abord même passer chez l'oncle, chez la tante, et que après ça va passer chez maman et papa. Et quand il m'avait dit ça, je me disais, pire, ouais, c'est vrai que si tu réfléchis, c'est chaud. Discuter avec mes copines de elles, ce qu'elles faisaient au lit pour pouvoir, moi, me dire, Floriane, là, c'est peut-être pas normal du tout. Florian. Forcément, on a les premières questions, bon alors, Florian. Qu'est-ce que t'as fait, tout ça. Mais j'allais jamais dans les détails parce que j'avais quand même une part de honte. Je parle pas forcément de ça avec mes parents non plus, voilà. parce qu'il y a une pudeur en moi énorme. La première fois où il a eu un comportement malsain, où j'ai quand même titillé un peu, c'était pour son anniversaire, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Et en fait, il avait invité toute sa famille à faire son anniversaire chez lui. Et on dormait dans le gîte de ses parents avec tous ses cousins. La nuit, il a décidé de me sauter sans mon consentement. Sauf que moi, dans ma position de vulnérabilité totale, je pouvais rien dire parce que tout le monde était autour en train de... Quoi? J'ai pas compris. Je connais pas, mon vocabulaire n'est pas assez développé, je pense. J'ai pas compris le mot, je sais pas ce qui se passe là. De dormir. J'ai senti une intrusion en moi, pas consentie, pas forcément voulue, mais encore une fois, je disais rien par peur en fait. J'avais mal, j'étais pas bien avec moi-même, mais j'avais pas forcément de réaction. Ou je pense que pour me protéger aussi, je voulais pas voir que c'était aussi malsain. Je vois qu'il m'invite tout le temps chez lui, qu'il vient très peu chez moi, qu'il me demande de le faire passer en priorité, que j'ai pas forcément besoin de voir autant ma famille, autant mes amis. Et en fait, au fur et à mesure et petit à petit, il me privait de voir certaines personnes, ou alors il fallait qu'il soit avec moi. Donc en fait, ça a commencé aussi comme ça. Le fait qu'il m'emprisonne d'un côté et qu'il me garde tout le temps avec lui et que je perde une certaine liberté, une certaine indépendance en fait. D'où le fait que je suis tombée du coup en dépendance affective parce que j'avais que lui au final. C'est peut-être logique, hein, mais je trouve ça quand même encore impressionnant ou ouais, je trouve ça fou que le plus que tu maltraites une personne, on dirait, le plus qu'elles sont attachées. Non, je pense que je me suis mal exprimé. Par exemple, elle ici, genre tu empêches ta go à voir des gens. Tu sais très bien que dans ta tête, c'est pas bon, c'est pas positif. Mais au plus que elle, donc maintenant, elle est attachée à toi, en fait. Et pour certains gars, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Ils veulent que leur go soit attaché, etc., dépendante, etc., etc. C'est ce que les gars veulent. Hein. Mais c'est bizarre. Sans forcément que j'en prenne conscience réellement. Au bout de la 2e année, il y a eu beaucoup de mensonges de sa part, de tromperies aussi. Les premiers temps, c'était lors des disputes parce que je cédais pas forcément à certains de ses caprices. Il me traitait de connasse, de salope. Espèce de grosse pute, personne ne voudra de toi, t'as vu comment tu es. Et puis le lendemain, ça allait, c'était parfait, j'étais la femme de sa vie, j'étais la plus belle. Et en fait, il avait vraiment une double facette. J'avais l'impression entre nous qu'en fait, c'était les montagnes russes, tout le temps. Il me faisait énormément de chantage et un jour, il a vraiment... Ça, c'est... ça c'est l'école d'Alex Hitchens, non? C'est ce qu'il veut. C'est fou, hein, parce qu'il y a plein de coachs dating, etc., Ils disent que voilà... La femme, elle aime les montagnes russes. Elle aime les émotions, ça monte, ça descend, etc., etc. Donc lui, ce type-là, il a pris ça, mais to a whole new level. Il est parti loin. J'ai vraiment fait une crise parce qu'en fait, je faisais de la danse
Et c'est de la danse de salon, donc forcément on est en couple, sauf que les personnes avec qui je dansais, elles avaient plus de 50 ans, donc il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Et lui, en fait, il me trompait tous les jeudis soirs et il allait faire la fête avec des filles tous les jeudis soirs. Et il me disait que si je continuais à faire de la danse avec donc les hommes qui ont plus de 50 ans, alors que c'est ma passion, bah lui, il continuerait à faire des collets-serrés avec les filles en boîte. À cette époque, je me sens de plus en plus mal, mais j'arrive toujours pas à définir exactement pourquoi. Et puis il insistait sur le fait que ce soit moi le problème, que c'est peut-être moi qui ai un souci psychologique. Je remettais toute la faute sur moi et je me disais qu'en fait c'était moi qui avais un problème et que lui, il était que la cause de mon bonheur, comme il savait si bien le dire. Donc en fait, je voyais pas que c'était malsain entre nous finalement. Le matin, quand j'arrivais au lycée, c'est vrai que je pleurais tout le temps. Mes copines, elles essayaient de savoir, mais à chaque fois, je trouvais des excuses. Je disais pas trop. Il disait que mes copines, de toute façon, c'était des manipulatrices et que si je me confiais et que je leur disais ce qui se passait dans le couple, elles allaient forcément dire que j'allais le quitter. Et du coup, je pense qu'il avait tellement peur de savoir que je comprends qu'en fait, c'est lui qui est malsain. Il me faisait du chantage. Il me disait que j'avais pas intérêt à en parler de toute façon. Et les filles, n'oubliez pas, hein. Ok, cette situation ici, elle est terrible, mais il y a certaines de vos copines qui sont des manipulatrices. Hein. Il y a des jalousies, il y a de... Hein? Donc, non. J'avais quand même envie de dire ça pour juste un peu... Quand même... Ce garçon, en fait, il avait vraiment une facette d'homme parfait, d'un gentleman, d'un mec super généreux. Pendant le confinement, il est venu habiter chez moi parce qu'avec ses parents, ça n'allait pas du tout. Et là, c'était le début de l'enfer. Il me demandait des rapports sexuels peut-être 5-6 fois par jour, tout le temps. J'avais pas envie. Il me faisait tellement peur que je cédais, en fait. 5-6 fois par jour, les gars. Je cédais et puis j'avais tellement peur des conséquences et des représailles. Il avait vraiment aucun respect pour moi. Dès qu'il s'énervait, il tapait sa tête contre les murs, il me crachait à la figure, il m'insultait. Ou alors il renversait mes affaires partout dans la chambre. Sans que je le veuille, la nuit, il me pénétrait, il me touchait, ça me réveillait. Si je le faisais pas, par exemple, 4 heures du matin, il pétait un plomb. Si je le faisais pas à 2 heures du matin, il pétait un plomb. Et en fait, la douleur psychologique, elle était beaucoup plus conséquente que la douleur physique. Parce que physiquement, en fait, j'étais morte. J'avais l'impression que mon cerveau, il se dissociait de mon corps. Je pense que c'était pour me protéger physiquement que mon cerveau, en fait, il a essayé de couper le lien entre le corps et l'esprit. J'avais l'impression d'être son objet, mais c'était même pire que ça. Je pense que j'avais juste l'impression d'être une fille qui lui offrait un toit. Et donc, je me suis renseignée sur le viol conjugal et en fait, j'ai trouvé cette définition qui dit que sous la pression, sous la surprise, sous la menace, c'était du viol et je voulais pas forcément y croire. Et un jour, en fait, il a vu mon historique où je marquais viol conjugal et là, il a pété un plomb, il a dit que c'était pas un violeur, que jamais il ferait ça de sa vie. Et d'un coup, il s'est mis à pleurer en disant qu'il m'aimait, qu'il fallait que j'arrête de croire des conneries comme ça. Et en fait, il jonglait entre la victimisation et la facette du pervers narcissique vraiment horrible contre moi. Le mot est venu, il le pervers jouait narcissique. sur ces 2 tableaux. C'est arrivé un jour où, sous un rapport forcément non consenti, je me mets à pleurer, je suis clairement inerte. Je lui demande d'arrêter et là, il me dit « Attends, j'ai bientôt fini ». Et en fait, 3 secondes plus tard, il m'a déchiré la fourchette vaginale. J'aurais dû avoir des points, sauf que j'avais tellement honte de le dire à mes parents que j'ai laissé ouvert. Je suis allée aux toilettes, je saignais, j'arrivais plus à aller déféquer, j'arrivais plus à aller uriner tellement que ça me faisait une douleur extrême. Et puis quelques semaines après, il n'a pas attendu que ça cicatrise, hein. Non, il fallait le refaire parce que c'était mon devoir. Et que si je le faisais pas, il allait trouver quelqu'un d'autre pour aller le faire et qu'il allait me tromper et que de toute façon, j'avais pas le choix, sauf que ça s'est redéchiré. Les filles, faites confiance à vos sentiments. Si vous le sentez pas, il faut quitter. Il faut pas laisser ça. Les gars, si vous vous sentez pas bien, si vous n'avez pas un feeling de « Oh yes, je suis heureuse, je suis content, elle me rend heureux », s'il n'y a pas ça, cut it. Cut it. Et encore une fois, je la pointe pas du doigt parce qu'elle était jeune. Mais c'est que au début, tu voyais qu'il y avait des signes. « Oh, il me touchait, je trouvais ça bizarre. » Tu trouves ça bizarre? Tu te sens pas à l'aise? Cut it. Ouais, il me faisait ça, mais j'étais pas contente. Cut it. Tu rentres chez toi à la maison, cut it. Tu reviens plus. Un long message. Les gars, mais j'essaie, il y a les émotions, etc., etc. Et les émotions, on en a parlé des émotions. Et trouver des personnes à qui vous pouvez faire confiance. Si tu n'oses pas dire la vérité à tes potes, c'est pas tes potes. Des amis, des gens qui peuvent analyser ta situation avec l'œil neutre. Oh my God. C'est tellement important.
ça peut littéralement te sauver la life. Je sais plus comment j'ai réussi à en parler à mes parents, mais je leur ai fait comprendre que c'était pas de sa faute, que c'était un accident. J'ai contracté par la suite une maladie qui s'appelle le vaginisme secondaire. C'est suite à un traumatisme généralement physique et psychologique. Le périnée va se contracter et il n'y aura plus aucune possibilité de pénétration, que ce soit un tampon, que ce soit quoi que ce soit. Et à chaque fois qu'on s'essuie, quand on va aux toilettes, on a hyper mal. J'ai eu de la rééducation périnéale pendant 1 an et demi. Les premières fois où il y a eu des violences entre nous, ça a été les fois où il me bousculait. Et après, ça a dégénéré. Ça a été une claque, me bousculer au sol très fort ou me tirer les cheveux, mettre son front contre mon front et frapper comme ça. J'étais en voiture et d'un coup, vraiment sans aucune raison, il a commencé à s'énerver contre moi, à péter un câble. Il a tapé dans le rétroviseur interne qui est tombé, il tapait dans le pare-brise, il tapait fort dans le tableau de bord sans aucune raison. Et en fait, j'ai pris peur. Et pendant qu'on roulait, arrivé à un rond-point, j'ai sauté de la voiture. Et je me suis cachée dans un container à poubelle pas loin parce que j'avais peur de lui. S'il vous plaît, faites attention aux signes. Tu vois, c'est un gars qui crie trop, cut it. Tu vois, c'est une dame qui te dit ta gueule, cut it. Tu vois, c'est une fille qui fait la victime trop souvent, cut it. C'est un gars qui te tient et qui te secoue, toi, cut it. Si c'est une go qui te met des claques, quitte. Elle te respecte pas. Quitte la situation. Le truc, c'est que certaines personnes, ils te testent. C'est qu'ils font certains trucs, c'est tes limites, ils voient, t'acceptes. Ah, ok, voilà, ça c'est la nouvelle limite. Ils te font encore un truc bizarre. T'acceptes, à la limite, à chaque fois on repousse la limite, tac, tac, tac. Et à un certain moment, tu te retrouves là, hein, tu l'as sauté de la voiture, te cacher dans des poubelles. Parce que t'as peur. T'as peur pour ta life. Et elle a encore envie. Parce qu'il y a des gens, ils en sortent pas vivants. Solution que de l'appeler quelques minutes après pour qu'il vienne me chercher, quoi. Parce que j'avais honte de dire ce qui s'était passé. Donc j'ai attendu que sa colère elle passe et je l'ai appelé pour qu'il vienne me chercher. Psychologiquement, j'étais vraiment très, très fragile, très faible. J'étais presque morte à l'intérieur. J'avais l'impression qu'il y avait une partie de moi qui était complètement inerte, complètement éteinte. J'avais aussi beaucoup de signes physiques. Je vomissais très souvent. J'avais tout le temps mal au ventre. J'avais des migraines tous les jours. Je dormais peut-être 15 heures par nuit les week-ends quand j'avais l'occasion, quand je travaillais pas. J'étais très pâle, je me dégradais, je grossissais, je maigrissais. Mes parents s'inquiétaient beaucoup. Je leur ai dit que c'était à cause de l'anxiété, que c'était à cause du stress. Ah, toujours rien dit. Donc en fait, ça passait à la trappe comme ça parce que je n'osais pas dire ce qui allait vraiment pas. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, tout s'est accentué en pire. Je prends rendez-vous chez mon médecin et en fait, je lui explique... Mais imaginez les gars, vous avez une fille et votre fille, elle vit ça. Finalement, elle vous raconte, ouais, en fait, lui, il m'a fait ça. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Ça, Purée. Pas la situation exacte, mais je lui explique et je lui expose mon mal-être. Donc mon médecin, il a décidé de m'arrêter pendant 2 mois. Et pendant ces 2 mois, j'ai eu un suivi. J'ai fait une grande introspection sur moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est peut-être lui qui causait mon malheur et aussi physiquement qui m'abîmait beaucoup. Et là, le chantage affectif a commencé. À chaque fois que je lui disais que je voulais le quitter ou que j'y songeais, il se mettait à genoux en disant qu'il allait se tirer une balle dans la tête. Ou alors il se coupait les veines et il m'envoyait des photos et des vidéos pour montrer que c'était pas une blague, qu'il allait vraiment mourir si je le quittais. Par la peur d'avoir sa mort sur la conscience, comme il disait, je restais. Et j'en venais aussi à penser à ma propre mort parce que je me disais que s'il mourait pas, peut-être que moi je devais mourir. Et j'ai eu des pensées suicidaires pendant longtemps. Même... C'est dégueulasse. Si je peux pas être avec toi, alors franchement, ça a plus aucun sens. Alors je quitte. Et le pire, c'est que je vais être honnête avec vous, je l'ai jamais fait. Mais quelquefois, je l'ai genre. Dans ma tête, je me disais, oh, est-ce que c'est une option? Mais genre, quand j'étais plus jeune. C'est pas une blague. Ok. Et donc finalement, tu vois, j'ai eu quelques relations qui se sont cassées, bref. Et le truc, c'est que à chaque fois, genre, après un certain temps, je re-regarde la situation, je me dis, purée. Et moi, comme un clown, j'étais en train de pleurer. Moi, comme un clown, j'étais en train de me dire, oh, je veux plus vivre sans elle, ça sert à rien, etc., etc. Et je me disais, mais en fait, la vie a vraiment énormément de sens sans cette personne. Et ça, c'est pas pour pointer du doigt vers quelqu'un, mais c'est juste pour te dire que les gars, yo,
c'est pas aussi sérieux que ça, quoi. Oui, tu peux avoir une bonne relation. Oui, tu peux aimer quelqu'un. Tu peux voir quelqu'un. Tu te dis, waouh, cette go, elle est parfaite. Waouh. Mais si elle veut pas être avec toi ou si ça marche pas, voilà, c'est que c'est. It wasn't meant to be, comme ils disent. Et puis, tu avances. Je te dis, time heals all wounds, comme ils disent. Le temps, ça guérit chaque blessure, chaque plaie. Relax. Des fois, tout ce que tu as besoin, c'est un peu du temps. Oui, les premières semaines, tu peux pleurer, ça va faire mal, etc., etc. Ou bien tu la croises au travail, ou bien tu la croises dans la rue. Ou bien, oui, finalement, elle va se mettre avec quelqu'un d'autre, ou tu t'imagines qu'elle est en train de coucher avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Oui, ces pensées sont réelles, mais ça reste des pensées, c'est dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? J'avais lu un article et dans l'article, il y avait un pourcentage de la dépression, etc., etc., et des causes de la dépression. Et apparemment, j'ai pas envie de dire le chiffre, mais c'était un pourcentage énormément haut et ça parlait de que la majorité des problèmes dans la vie des gens sont à propos de trucs qui ne se sont pas passés. Donc des trucs qui sont juste dans leur tête, c'est du overthinking. Et une fois que j'avais vu ça, je me suis dit, purée, en fait, c'est vrai. Et si tu commences à réfléchir et tu te dis, pose-toi la question, hein, si tu te sens mal, c'est très cliché, hein, mais tu te dis, la situation qui me déprime, qui me rend dépressif, est-ce que je peux faire quelque chose pour changer cette situation? Si c'est oui, regarde ce que tu peux faire. Fais-le. Si tu veux pas le faire, boucle-la. Ok? Mais maintenant, de l'autre côté, si c'est non, ça sert à rien de stresser. Trouve la paix alors. Accepte la situation telle qu'elle est et regarde, concentre-toi sur autre chose, des trucs que tu peux changer, des trucs que tu peux améliorer. Si ta co t'a quitté, elle veut plus être avec toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Ça sert à rien d'aller commencer à aller là où elle habite, sonner à la porte de ses parents, s'il te plaît, oui, est-ce qu'elle est là, j'ai envie de la parler, etc., etc. Non, non, ça sert absolument à rien. Retourne-toi, regarde le miroir, regarde-toi. Dis-toi, ok, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Ok, mon alimentation, oui, boum, ok, j'ai pas de boulot, peut-être avoir un travail. Tu vois ce que je veux dire? Ok, peut-être me concentrer un peu plus de nouveau sur mes études. Ok, me concentrer sur, tu vois ce que je veux dire, sur mon corps, tu vois? Ok, prends le téléphone, appeler ma mère. Appelle ton père, appelle ton frère, appelle ta soeur. Ça fait longtemps que je t'ai plus entendu, tu vas bien, etc., etc. Boum! Et prends ton temps. Laisse, vous êtes pas prêts pour ça. J'ai même écrit une lettre parce que je pensais passer à l'acte en fait. Donc fin de la 3e année, je vais passer quelques jours chez lui. Et en fait... Et ça continue, hein. Ça fait 3 ans. Si je me rappelle bien de l'histoire, c'était après la première semaine déjà qu'elle faisait des trucs bizarres avec lui, ou qu'il faisait des trucs bizarres avec elle. On est 3 ans plus tard, elle est toujours là. Hein. Et ça, c'est parce que tu en parles à personne. Parlez, genre, les gars, ouvrez votre bouche, parlez. Soyez là pour vos amis, soyez là pour vos proches. Yo. 3 jours, il a décidé de m'enfermer à clé chez lui. Tous les soirs, il me faisait boire, il me faisait prendre de la drogue. Sauf que moi, avec les cachets, les neuroleptiques que je prenais, les anxiolytiques, en fait, j'étais complètement défoncée et il faisait ce qu'il voulait de moi. J'avais plus la maîtrise de mon corps. C'est-à-dire qu'il m'habillait de toutes les façons possibles et inimaginables. Il savait me manipuler physiquement parce qu'il avait de la force pour me mettre dans les positions qu'il souhaitait. Il me pénétrait à n'importe quel endroit qu'il souhaitait. Et je me souviens, la première nuit, j'ai rampé jusque la salle de bain pour me nettoyer parce que je me sentais sale pendant qu'il dormait. Et en fait, j'ai regardé le miroir et je me suis mise à pleurer et j'ai dit maman, si tu savais ce que je suis en train de vivre. Et je voulais pas lui dire parce que j'avais peur. Et là, en fait, pendant que je suis sous la douche, encore une fois, il me rejoint et il me repètre et il refait ce qu'il a à faire. Le deuxième jour... C'est un truc de malade. Combien de fois il veut... je lui ai demandé pourquoi il fermait à clé et pourquoi il ne me laissait pas la clé. Et il me disait que j'avais le choix. Soit il m'enfermait à clé toute la journée et gardait la clé, soit il laissait l'appartement ouvert mais lui gardait la clé. Et en fait, si je partais, j'ai laissé l'appartement ouvert et s'il se fait cambrioler, en gros, il porte plainte contre moi. Soit j'acceptais d'être enfermée toute la journée. Et le 3e jour, pendant qu'il rentre de sa pause du midi, j'ai décidé de partir en courant en fait, de l'appartement, sauf que j'étais en culotte, en t-shirt, c'était en plein hiver. Et je me suis cachée sous un ruisseau pour lui échapper parce que j'avais trop peur. J'avais juste pris mon téléphone avec moi. Et en fait, je pensais tellement que j'allais mourir que j'ai appelé ma mère. Et je lui ai dit « Maman, je t'aime ». Elle m'a dit « Mais Floriane, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas ?» Et je lui ai dit « Non, non, maman, je te jure, ça va bien ».
Et en fait, à côté, il essayait de me chercher. T'es où, grosse pute? T'es où, grosse pute? Je vais te retrouver, espèce de salope, grosse connasse, je vais te retrouver. Et là, du coup, j'ai raccroché. Et en fait, vu que j'étais en culotte dans le village, j'ai été obligée de sortir et de revenir chez lui. Il m'a dit, tu décides. Soit je te réenferme dans l'appartement, soit je fous toutes tes affaires dehors et je te laisse presque à poil dans la rue et tu te débrouilles pour rentrer chez toi. Donc, j'avais tellement honte que je suis rentrée chez lui et j'ai attendu que ça passe encore quelques jours comme ça. À la fin de la relation, je vomissais à chaque fois que j'étais avec lui, à chaque fois que je le voyais, mais je percevais pas forcément que c'était un signe négatif. Et j'ai une copine, une de mes meilleures amies que j'ai eue au téléphone. Elle m'a mis un ultimatum, elle m'a dit écoute, tu veux vivre ou tu veux mourir en me criant dessus au téléphone. Là, ça suffit, Floriane. J'ai eu un énorme déclic. Là, ça suffit. Là, maintenant, ça suffit. Genre, waouh. Maintenant, là, t'es parti trop loin. Qui m'a fait prendre conscience que je voulais pas être toute ma vie comme ça. Donc j'ai réussi à le quitter au téléphone. J'ai fini par lui dire que c'était terminé, qu'il n'y avait plus de retour possible. J'ai pris la voiture, je suis allée voir mes parents et je leur ai raconté. Ils ont pris mon téléphone et ils m'ont dit ça suffit, on veut plus du tout de contact avec lui, tu le bloques de partout. Donc c'est ce que j'ai fait. En fait, le soir même où je l'ai quitté, porte plainte. Il a piraté tous mes réseaux sociaux. Il a tellement pas accepté la rupture que c'était des mails de menaces avec des adresses mail différentes, des comptes... Exact, merci. Preuve, la police. Instagram différents à chaque fois parce que je bloquais, des harcèlement, comptes Messenger différents à chaque fois. Tu montres Facebook, ton corps. J'avais même des lettres. Il trouvait tous les moyens de me contacter pour soi-disant parler avec moi, pour que je reste dans sa vie parce que je suis la plus belle chose de sa vie alors qu'il allait... me laisser crever devant lui. À chaque fois que je bloquais du coup un compte, il en recréait un et il me disait que je devais arrêter immédiatement de raconter des conneries à propos du viol, qu'il sait ce qu'il vaut auprès d'une femme. Et je me rappelle d'un message où il me disait désolé de t'avoir forcé, inconsciemment je t'ai pas violée. Pour moi, le désolé de t'avoir forcé, ça veut tout dire. Il essayait d'ouvrir ma maison, il faisait peur à ma sœur qui était dans la maison parce qu'il voulait absolument rentrer. Il passait devant chez moi alors qu'à ce moment-là, il habitait à plus d'1 heure de route. Je pensais que j'allais être très triste de la rupture. La police est où ? Au contraire. Ça a été une libération. Je me suis jamais sentie aussi légère et aussi heureuse. Par contre, c'était très lourd d'avoir tout le temps des menaces. D'avoir du chantage même après la relation. Cet harcèlement, il va durer au moins 3 mois. Je ne l'ai pas recroisé depuis. Et puis, quelques semaines après, j'ai quand même porté plainte pour viol aggravé sur mineur. Mais j'ai effectivement raconté le harcèlement, raconté toutes les violences morales, physiques et psychologiques, sexuelles que j'ai vécues. La police a pris mon téléphone pour faire une extraction des messages pour pouvoir avoir les preuves. 1 an et demi plus tard, on m'appelle pour avoir une confrontation contre lui. Ce qui a été très douloureux. Il a forcément tout nié. Et moi, ça a réactivé beaucoup de choses de revoir sa tête. Et encore 1 an plus tard, donc là, en novembre 2024, la justice a décidé de classer l'affaire. Mais moi, je ne me suis pas laissée faire. Parce que je suis ici aujourd'hui pour libérer la parole, pour changer la honte de camp. J'ai eu de grosses conséquences et de grosses séquelles suite à cette relation. Me réveiller en panique, en criant, en pleurant, beaucoup de cauchemars. Beaucoup de tachycardie aussi, beaucoup d'anxiété. J'ai perdu une confiance en moi énorme, une estime de moi énorme. J'ai très peur de la masculinité. J'ai beaucoup de mal avec la rencontre avec l'homme. J'ai tellement peur de retomber en dépendance affective qu'en fait, je fais l'effet inverse. Je suis trop sur la réserve, sur la défensive. Ouais, et je peux même moi-même être traumatisée dure et trop exigeante envers les autres et surtout envers les hommes. Et dans ma vie intime aussi, j'ai énormément de conséquences négatives parce que c'est très compliqué d'accepter mon corps, c'est très compliqué d'avoir des sensations de plaisir sexuel étant donné que mon cerveau il a associé ça à quelque chose de négatif. Après la rupture, j'ai rencontré un garçon alors que je m'étais promis de plus retomber amoureuse. Et en fait, il m'a vraiment aidée à trouver des ressources en moi pour prendre confiance en moi, pour retrouver une estime de moi, pour être à l'aise avec mon corps. Je crois que ce garçon, il me guérit et il est incroyable avec moi. Je vois actuellement avec lui l'amour sain. Moi-même, j'ai fait un parcours aussi de travail sur moi. Il n'a pas intérêt à la quitter maintenant. Pire, il s'est mis dans une sauce. C'est un bon mec, mais oui. Ça va être con. Allez, chapeau pour ce qu'il fait et respect. Et je suis contente pour elle. Mais... Imagine, il n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait. Comment il doit lui dire ça? Ouais, je veux pas... Ah! Traumatisme direct. Psychologique, avec de l'EMDR,
j'ai également été suivie. Donc en fait, c'est tout un contexte avec des facteurs totalement différents qui ont fait que aujourd'hui, j'arrive à me réparer de plus en plus, même si le chemin est encore long. En fait, ça a été une évidence de venir ici parce que j'aurais aimé avoir une figure exemplaire qui me dit non, là c'est pas normal de vivre ça. Et aussi j'ai tellement été entre guillemets dans l'ombre pendant tellement d'années à souffrir en tant que victime. Là c'est le contraire, je vais avoir une position où je m'affirme en tant que victime et pas je subis le fait que je sois victime. J'ai toujours été très proche de mes parents, de ma famille, de mes amis. On est vraiment tous très soudés. J'ai toujours été soutenue et entourée. Ça peut arriver à n'importe qui. On a beau être entouré, on a beau être soutenu, l'emprise psychologique, elle peut arriver à tout le monde et pas forcément à des gens isolés. Des fois, on se dit « Oh là là, lui, on s'imagine tellement pas qu'il aurait pu faire ça. » Ou alors « Ben non, je te crois pas, c'est pas possible, il a pas l'air comme ça. » Mais en fait, généralement, les apparences sont trompeuses. J'aurais aimé que la justice elle prenne beaucoup plus en considération ces histoires et surtout, en l'occurrence, mon dossier, parce qu'en apportant autant de preuves, j'aurais voulu me sentir beaucoup plus écoutée. Mais malgré le fait d'avoir vécu avec un pervers narcissique, j'en tire une force incroyable. Et on peut toujours s'en sortir. Et je pense que c'est bien de se faire aider aussi par des professionnels, que ce soit des psychologues, des sophrologues, des hypnothérapeutes, et surtout parler. Être entouré de bonnes personnes, et le plus beau reste à venir au final, parce que le passé noir, il est derrière nous, et on peut toujours que évoluer. C'est lourd, c'est chargé. Waouh, 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 waouh. Ok. Bref, mettez votre avis dans les commentaires, les gars. Est-ce que vous connaissez une personne qui a vécu ça, hein? Est-ce que... N'importe. Gros merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, les gars. J'apprécie ça énormément. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous à la page car on est en route vers 6000 abonnés, 6K subscribers. What you know about having 6K subscribers? Let's get it. On se voit au top, les gars. Mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ça va. Thanks.